Merci Omika pour l'invitation. Je suis très heureux d'être dans votre belle région. Et merci à tous d'être là ce soir. Alors, ce sont des questions très compliquées. Et je vais essayer de rentrer dedans. Donc ce que je vais présenter va être compliqué. Mais je vais m'efforcer de le rendre le plus simple possible. Le plus accessible, qu'on puisse en discuter aussi ensuite. On va avoir un long moment, je crois, pour la discussion. À rebours des discours qu'on peut avoir sur ce sujet-là, où souvent les gens disent « oui, c'est une boîte noire, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe ». Alors, il est vrai que, et ça peut peut-être vous détendre, personne ne comprend vraiment tout ce qui se passe. Personne n'a toutes les pièces du puzzle. Mais on a quand même pas mal de pièces du puzzle et on peut avoir, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'affirmer des choses et que je vais essayer de vous présenter ce soir. Donc la question qui est le point de départ de cette conférence, c'est comment ça se fait que, alors combien d'entre vous a déjà testé ces ChatGPT ou équivalents? Donc une bonne moitié, voire majorité. Et comment se fait-il, donc la question c'est comment se fait-il que ces machins-là ou ces machines-là me répondent comme si elles me comprenaient? Moi je me suis amusé évidemment à leur poser des questions très compliquées. Au début tout le monde a essayé de leur poser des calls et tout ça, et puis surtout ils se sont beaucoup améliorés. Et elles nous répondent comme si elles comprenaient. Donc quand on est un philosophe, on est face à, là aujourd'hui, pour nous c'est un événement philosophique. On a des machines qui nous répondent comme si elles comprenaient, mais dont on sait qu'elles sont des machines. C'est-à-dire qu'elles ne nous comprennent pas, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de personne à l'intérieur, il n'y a pas de corps, il n'y a pas quelqu'un. Donc c'est pas un interlocuteur, mais ça répond comme si c'était un interlocuteur. Donc là, on a vraiment quelque chose à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre, mais on ne sait pas encore très bien lesquelles. Et donc il faut un peu rentrer dedans pour savoir qu'est-ce qui permettrait d'expliquer le fait que ça me réponde comme si c'était un interlocuteur, alors que ça n'en est pas un. Donc là, je vais rentrer dans cette question en 3 moments. Le premier moment, ça va être un petit peu d'histoire des gens qui ont fabriqué ChatGPT et consorts. C'est qui ces personnes-là, d'où elles viennent et qu'est-ce qui les anime? Ça permet d'avoir un peu un éclairage sur pourquoi est-ce que les ingénieurs eux-mêmes, pour la plupart, pensent qu'ils sont vraiment en train de fabriquer des machines intelligentes. Et vont utiliser le vocabulaire de l'intelligence. Ils ne parlent pas de niveau de performance de leur machine, ils parlent de niveau d'intelligence. Ils disent, quand ils parlent de certaines caractéristiques de leur machine, ils parlent de capacité de raisonnement. Ils disent à l'intérieur, on a des concepts. Enfin, ils utilisent un certain nombre de mots que normalement on réserve à l'être humain et à ses capacités de réflexion. Et en fait, c'est discutable. Mais en présentant un peu qui sont ces gens, comment est-ce qu'ils sont arrivés à travailler sur ChatGPT et compagnie, qu'est-ce qui s'est passé, ça devrait éclairer pourquoi eux pensent que c'est intelligent, ces machines-là, et le font croire à une grosse partie du monde. Après, je vais passer à un deuxième moment sur tous ceux qui trouvent le moyen de montrer que c'est pas du tout intelligent, que par certains aspects c'est complètement stupide, et qui du coup ont trouvé plein de moyens de tester ChatGPT et compagnie pour faire montrer ses défauts et montrer en quoi en fait c'est quand même abusif de le comparer trop vite avec notre intelligence. Et donc il y a un certain nombre de résultats que je vais présenter qui permettent à la fois de dire ok, on n'est pas face à la même chose qu'une intelligence humaine, et qui permettent aussi d'avoir un peu d'apprendre, de comprendre un peu mieux peut-être comment ça peut fonctionner, qui donnent des raisons pour lesquelles ces machins-là peuvent donner des bonnes réponses. Et puis le troisième moment, donc ce deuxième moment, ça va être un peu toutes les personnes qui pensent que ChatGPT est stupide. Notamment, il y a une expression qu'on va aborder qui est celle de perroquet, où ils disent c'est qu'un perroquet qui fait que répéter ce qu'il a vu lors de son entraînement, puisque ces modèles sont fabriqués par entraînement sur ce qu'on appelle des grandes bases de données. Donc c'est des collections d'exemples considérables, et ils voient des exemples et s'entraînent par essai-erreur. Et donc ce que disent ces personnes-là, c'est de dire qu'ils ne font que recracher ce qu'ils ont vu pendant ils font que recracher les exemples qu'ils ont vus pendant leur entraînement. Mais la troisième partie, ça va être de dire eux aussi ont tort.
C'est-à-dire qu'on tord ceux qui pensent que ce sont des machines intelligentes, qui sont très nombreux parmi les ingénieurs qui travaillent dessus. On tord ceux qui pensent que ce sont que des perroquets qui font que recracher les exemples. C'est plus compliqué que ça. Parce que ça ne fait pas que recracher des exemples, ça peut quand même répondre à des questions compliquées, comme si ça les comprenait. Donc il faut aller un petit peu plus loin et en fait faire un petit pas de côté par rapport à l'analogie avec l'intelligence humaine. C'est ça le problème en fait, c'est que tout le monde est omnibulé par cette analogie, pris comme un lapin dans les phares, et va absolument savoir si c'est comme l'intelligence humaine ou pas comme l'intelligence humaine, avec un truc très binaire. Il y a des points communs et il y a des différences. Et il faut juste essayer de rentrer un peu dans le détail du fonctionnement pour voir comment ça fonctionne en oubliant d'une certaine manière la question de savoir si nous c'est comme ça qu'on fonctionne ou pas. Donc ça va être la troisième partie. Et la troisième partie, ça va être de vous donner une notion, la notion de ce qu'on appelle l'espace latent, qui est la manière dont ces machines comprennent, entre guillemets, les textes. Qu'est-ce qu'elles en font? Comment est-ce qu'elles les moulinent? Donc ça va être compliqué, mais on va essayer de rentrer dedans. Tout va bien sur le programme? Sauf la lumière. Il y a trop de lumière. Alors, un petit peu donc d'histoire. L'histoire de l'intelligence artificielle, c'est une longue histoire qui a commencé dans les années 40-50, en fait, avec la naissance de l'ordinateur. Avec juste un point sur cette longue histoire, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'IA, juste un point, le terme il est inventé en 1955-56, et au moment où il est inventé, c'est un séminaire avec des mathématiciens, des gens qui s'intéressent aux ordinateurs, au moment où il est invité, il fait déjà débat. Celui qui organise le séminaire, un de ceux qui organise le séminaire, qui s'appelle John McCarthy, dit voilà, j'aimerais qu'on appelle les questions qu'on se pose, j'aimerais qu'on les mette sous le chapeau intelligence artificielle. Et il y a une bonne moitié des gens qui sont présents dans cette salle, des autres chercheurs qui fabriquent aussi des programmes qui jouent aux échecs ou qui font des démonstrations mathématiques, qui disent non, intelligence artificielle, ça sonne un peu bidon comme nom, est-ce que ça décrit vraiment ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est pas un peu du charlatanisme? Et donc il y a des débats à cette époque parmi les différents chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là. Le terme a fini par s'imposer auprès des chercheurs du domaine. Une vingtaine d'années après, quand ils ont créé l'association qui les regroupe, ils ont mis le nom intelligence artificielle, donc c'est devenu un champ scientifique sous ce nom-là. Et celui qui a pris la tête de l'association a eu ce discours à l'époque où il a dit vous savez, moi, en 1955-56, j'étais contre ce nom, parce que je pensais qu'il sonnait faux. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un bon nom, pas parce que les machines qu'on fabrique sont intelligentes, mais parce qu'elles vont le devenir. Donc ça, c'est important de le garder en tête, c'est que ce nom, il a fait débat, et il fait toujours débat. Il y a plein de gens qui veulent en proposer d'autres et qui échouent toujours à dire non, il faudrait qu'on appelle ça plutôt comme ça, mais ils sont tout seuls. C'est celui-là qui reste. En tout cas, il a fait débat, et quand il s'est imposé, c'était pas pour décrire les machines elles-mêmes, c'était pour décrire ce que les chercheurs voulaient que les machines deviennent, c'est-à-dire vraiment intelligentes. Donc c'est l'horizon de leur projet, mais c'est pas... voilà. Et en fait, le problème c'est qu'il y a eu cette ambiguïté pendant toute l'histoire, où ils sont arrivés avec des machines qui jouaient aux échecs, ils sont arrivés avec des machines qui jouaient au Go, et avec toujours cette ambiguïté de est-ce qu'on est face à des machines qui sont devenues intelligentes parce qu'elles savent jouer aux échecs. Et en fait, au moment où ils présentent ces machines, le fait qu'elles jouent aux échecs, on se dit bah s'ils ont réussi à faire des machines qui jouent aux échecs, c'est qu'elles sont intelligentes. Et puis, au bout d'un moment, on finit par comprendre un peu comment fonctionne la machine qui joue aux échecs. Et on se dit, bon, ok, ouais, on voit à peu près la procédure, on ne voit pas en quoi ce serait de l'intelligence, ça. Donc on s'habitue à cette machine et on arrête de l'appeler de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est simplement pour vous dire qu'au cours de l'histoire de l'IA, les machines qu'on a appelées de l'IA ont changé. En fonction de, est-ce qu'on pensait à un moment donné que c'était les meilleurs candidats pour devenir prochainement des véritables machines intelligentes. Donc ça s'est déplacé. Machines qui jouent aux échecs, machines qui jouent au Go, machines qui se déplacent dans l'espace, machines qui font de la traduction, etc. etc. Et aujourd'hui, ça s'est déplacé sur principalement les machines qui sont capables de manipuler du langage ou de fabriquer des images. Ce qu'on appelle les grands modèles de langage ou modèles
de diffusion qui font les images. Probablement, alors il ne faut jamais faire de prévision en histoire de l'IA, mais je vais vous en faire une, probablement dans 5 ans ça aura changé. Probablement dans 5 ans, on se sera habitué à ChatGPT et compagnie, et en fait ce sera comme quand vous utilisez un GPS ou un outil de traduction en ligne, où vous serez habitué, et on se dira oui non ça c'est pas de l'IA, c'est juste des grands modèles. L'IA c'est autre chose, et à mon avis cette autre chose ce sera des grands modèles de langage mis dans des robots qui leur permettent de se déplacer dans l'environnement. En ce moment il y a beaucoup de travaux là-dessus, et la hype va probablement se déplacer là-dessus. Ça va prendre quelques années, mais dans 5 ans, je reviendrai peut-être vous refaire une conférence pour vous expliquer pourquoi non, ces robots qui se déplacent et qui répondent ne sont pas intelligents comme nous, et ce sera un nouveau chapitre de cette histoire. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement me concentrer sur tout à droite de la frise, à partir des années 2012, et qui est le contexte dans lequel naissent les machines qu'on utilise aujourd'hui, et jusqu'à la 2022, l'arrivée de ChatGPT. Et en particulier avec OpenAI. Donc OpenAI, c'est la société, enfin, l'association société, vous allez voir c'est ambigu, qui est derrière ChatGPT, et qui a été très importante. Alors je vais commencer mon histoire en 2012. En 2012, vous avez ces 3 individus qui, il y a en informatique des compétitions. Et donc là, c'est une compétition de vision artificielle. Et ils arrivent à cette compétition de vision artificielle et ils battent tout le monde à plat de couture avec des machines qu'ils appellent à l'époque Deep Learning. Et ça va créer un espèce de raz-de-marée dans la communauté de l'informatique, où leur technologie, donc qui s'appelle le Deep Learning, va tout changer en vision artificielle et va être appliquée ensuite dans d'autres domaines, en reconnaissance du son, ça va être ce genre d'algorithme qui va être utilisé pour faire AlphaGo, par exemple, pour jouer au Go. Donc il va y avoir comme ça, donc, pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines, la technologie que ces gens et d'autres ont inventée va venir et les révolutionner. Et ces gens sont des représentants d'un certain type d'intelligence artificielle qui était considéré comme une impasse depuis plusieurs dizaines d'années. On n'a pas forcément besoin de revenir là-dessus, mais disons que ça va créer un moment de hype extraordinaire dans la communauté de l'informatique d'abord. À partir donc de 2012, on va avoir en reconnaissance d'images, on va avoir des projets de voitures autonomes, on va avoir des projets de reconnaissance faciale, on va avoir des... C'est grâce à ça, par exemple, que vous pouvez aujourd'hui parler à votre téléphone, ou qu'il y a eu, là c'est le Amazon Echo, Alexa, qu'on pouvait parler à un objet, parce que vous avez des dispositifs de reconnaissance vocale tout d'un coup qui se sont mis à marcher d'une manière dont on ne pensait pas que ce serait possible aussi bien et aussi vite. Donc là on est dans les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Il y a une grande fébrilité qui s'empare du monde de l'informatique. Pour vous dire, en 2013, donc juste un an après, le vieux bonhomme à droite, Jeffrey Hinton, il crée une start-up où il n'y a rien dedans, et il se fait racheter 25 millions de dollars par Google, parce qu'ils veulent absolument que sa technologie soit chez eux. Facebook, ils vont racheter un de ses collègues pour aller dans son laboratoire. Voilà, ils vont tous aller chez Google, Facebook, etc., qui vont mettre des milliards sur ces projets-là. Donc ça, c'est les premières années. Il va y avoir plein de résultats concrets entre 2012 et 2015. Et ça va ensuite aller dans la presse. Les médias, dans les années, et peut-être que certains parmi vous s'en souviennent, dans les années 2014, 15, 16, il y a eu énormément de hype sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses en anglais dans mes slides, mais on est un peu la dépendance de la grande chambre d'écho anglo-saxonne sur ces sujets-là. Donc, dans les médias, d'abord anglo-saxons, puis ensuite chez nous, il y a énormément de discours sur l'intelligence artificielle qui disent « mais là, il y a une révolution de l'IA qui est en train d'avoir lieu. Est-ce que... » Et donc, toutes les questions qui ont été évoquées tout à l'heure, il y a 10 ans, sont posées aussi à ce moment-là. Est-ce que tous les emplois vont disparaître ? Est-ce que ça va être la fin de l'humanité ? Est-ce que... etc. etc. Et donc, pour rappel, d'ailleurs, en 2013, il y a eu une étude qui est sortie qui disait « d'ici 10 ans, la moitié des emplois américains auront probablement été remplacés par des machines ». C'était l'étude de Frey-Osborne et ça n'a pas eu lieu. Et donc, cette hype autour de l'intelligence artificielle, elle va prendre tout particulièrement
un ton apocalyptique. Vous avez donc au centre de la slide ce livre de quelqu'un qui s'appelle Nick Bostrom, qui est à Oxford, qui écrit un livre où il dit « On va arriver à des machines qui vont devenir plus intelligentes que les humains ». Il y a cette idée d'échelle de l'intelligence. Vous savez, on utilise la mesure de l'intelligence par le QI, et il y a certaines personnes qui prennent très littéralement l'idée qu'il y aurait une échelle d'intelligence sur laquelle on pourrait ranger les gens, ce que je pense est absolument contestable. Mais donc voilà, lui va le prendre littéralement et va dire s'il existe vraiment, enfin il va même pas le dire, mais il va considérer que s'il existe vraiment une échelle de l'intelligence et que les machines tout d'un coup arrivent sur cette échelle, elles pourraient nous dépasser, et si elles nous dépassent, toutes sortes de choses absolument apocalyptiques pourraient avoir lieu. Et donc on ne sait pas quoi, mais il dit par exemple, si on faisait une machine qui fabrique des trombones et qu'elle était plus intelligente que nous, peut-être qu'elle se mettrait à servir toute l'humanité pour ne faire que des trombones. Ça a l'air absurde, mais voilà, il va lancer cette espèce de cri d'alarme qui aura beaucoup d'écho dans le monde, encore une fois, dans le monde anglo-saxon. Chez des gens, par exemple Stephen Hawking, qui est astrophysicien, va se faire l'écho de ce genre de réflexion. Des chercheurs en IA aussi vont se dire « Ah oui, c'est vrai, si nos machines devenaient intelligentes, est-ce qu'on serait capable encore de les contrôler? Ou est-ce que ça pourrait donner lieu à des scénarios apocalyptiques ?» Vous avez des gens comme Bill Gates aussi qui vont se faire le relais de ce genre de discours. Tout ça entrant en résonance avec un mythe assez ancien dans la science-fiction et dans les discours sur les machines, qui est le mythe de la singularité, le mythe de l'idée d'une machine qui tout d'un coup deviendrait, on ne sait pas très bien comment, mais deviendrait tout d'un coup consciente d'elle-même, deviendrait une subjectivité, et déciderait de se révolter contre les humains. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans la science-fiction, dans Terminator, dans 2001 Odyssée de l'espace, etc., qui est assez ancien, et qui du coup là vient se réactiver à la faveur de cette hype sur des technologies qui effectivement marchent très bien et sont concrètes. Alors c'est dans ce contexte donc de hype de l'IA et de discours apocalyptiques que un certain nombre d'acteurs du domaine vont se retrouver. Alors la légende voudrait que ce soit un dîner organisé notamment par Elon Musk, mais pas que. Il y aurait eu Elon Musk, Reid Hoffman qui est le patron de LinkedIn, donc des gens qui ont des grandes poches, qui ont beaucoup d'argent, quelques ingénieurs qui travaillent dans le domaine, donc un des trois bonhommes par exemple à l'origine donc de cette hype qui est sur la photo là, Ilya Sutskever. Des ingénieurs, des gens qui ont beaucoup de moyens et des gens du monde des startups qui vont se retrouver autour d'un dîner pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous on peut faire pour se prémunir de machines super intelligentes. C'est-à-dire, ce qui est compliqué à prendre en compte, c'est que il ne faut pas croire à ce genre de discours. Il ne faut pas croire au discours sur les machines super intelligentes, et on va voir qu'il ne faut même pas croire au discours sur les machines juste intelligentes, on croit au discours sur les machines super intelligentes. Mais il faut tenir compte du fait que des gens qui ont un impact très important sur nos vies y croient. Et donc Elon Musk y croit. Et pas que. Et que Ilya Sutskever, qui fait partie donc des ingénieurs qui ont travaillé à ces machines, y croit. Et donc il y a quelque chose de l'ordre un peu du religieux, quoi. C'est un remix de scénarios apocalyptiques, sauf qu'au lieu que ce soit autour d'un messie, c'est autour d'une machine qu'ils sont en train de fabriquer. Voilà, c'est à prendre comme un fait que eux y croient, et on a du mal. Alors en France, il y a des gens qui y croient aussi, mais ils sont minoritaires. Et souvent, en France, les chercheurs, notamment chez les chercheurs, ils vont dire c'est un discours marketing. C'est pour faire parler de l'IA qui parle de super-intelligence, c'est pour faire parler de l'IA que Elon Musk compare avec Terminator. Je pense pas. Je pense qu'il y croit vraiment. Et ça a l'avantage effectivement de faire beaucoup parler d'IA, mais à mon avis, il y croit sincèrement. Et donc que vont faire ces gens? Ils vont décider de mettre donc plein d'argent sur la table, d'embaucher les ingénieurs qui sont là, de faire organiser tout ça par les gens du monde des startups qui sont là au dîner, et de créer quelque chose qui s'appelle OpenAI, dont le but est d'être un laboratoire ouvert pour rassembler les efforts des gens de la communauté pour éviter un scénario apocalyptique. Donc ils pensent vraiment que ça pourrait arriver, et ils mettent des moyens sur la table
pour s'en prémunir. C'est pour ça que c'est une association au départ OpenAI. Donc avec ce paradoxe étrange qui est que pour sauver l'humanité de l'IA, ce labo va se mettre à travailler en IA et en fait à faire un peu les mêmes choses que les autres labos d'IA de l'époque, c'est-à-dire faire des IA qui jouent à des jeux, faire des robots, là en bas, un robot qui est capable de résoudre un Rubik's Cube. Donc là on est en 2015, création d'OpenAI, avec pour but d'être une sorte de laboratoire ouvert de réflexion, qui va donner aux autres les moyens d'éviter qu'une IA apparaisse et qu'elle soit un risque pour l'humanité. Pardon. Il y a notamment beaucoup de discours là-dessus sur l'idée de risque existentiel, que l'IA serait un risque existentiel pour l'humanité. La notion de risque existentiel est venue de la guerre froide et du risque nucléaire, où si jamais il y a un conflit nucléaire, ça pourrait effectivement mettre fin à l'espèce humaine. Donc là, ils vont récupérer ce genre de vocabulaire pour parler d'IA. Mais en fait, le labo, ils ne savent pas très bien quoi faire, les chercheurs. En réalité, ils font de l'IA comme les autres. Et tout va changer en 2017, parce qu'à l'époque, donc, on a une hype autour de l'IA. C'est de l'IA qui est capable de faire de la reconnaissance de la vision artificielle, c'est sur du son, c'est plutôt des choses autour de l'image et du son, et le langage, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien avec le langage. Donc il y a différentes manières à l'époque de fabriquer des machines qui produisent du langage, et c'est très vite incohérent, ça marche pas très bien. Il suffit de leur demander de faire 3 phrases, et au bout d'une demi-phrase, déjà ça n'a plus trop de sens, c'est des mots qui se répètent, ça marche pas bien. Et en 2017, il y a des ingénieurs de Google qui proposent une autre manière de faire des machines qui produisent du langage, des générateurs de texte. Donc c'est juste de faire du texte qui a l'air d'être du texte cohérent. C'est des machines qui s'appellent des transformers, ça c'est l'article. Et donc on est en 2017, et c'est un article qui est publié, qui est accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de recherches dans ce monde-là qui est une recherche ouverte, où les gens publient, ils font des conférences où ils se voient les uns les autres, ils discutent. Et donc il y a toute une partie secrète, mais toute une partie ouverte, et ça a été partagé. Et en fait, en le partageant, les autres labos du domaine, donc ça c'est des gens de chez Google, mais il y a des gens de chez Facebook, des gens d'autres labos, qui se rendent compte que ça marche très bien. Que là, il y a peut-être eu une percée sur comment est-ce qu'on fait des machines qui produisent du langage. Et donc OpenAI va se mettre à travailler là-dessus. Et comme ils se rendent compte que ça marche, ils vont petit à petit passer tous leurs moyens sur des machines qui produisent du langage. Et alors là, le schéma que je vous ai mis, c'est, vous avez à partir de, ça commence en 2018, et 2019, juste sur un an, c'est la taille des modèles, ça veut dire en fait les moyens qui sont mis sur ce type de machine qui explosent. En fait, les différents laboratoires se disent tiens, là c'est peut-être le prochain truc qui va marcher, donc ils mettent de plus en plus de moyens. Il y a une courbe exponentielle. Et surtout, en fait, ils se rendent compte que, et c'est même dans des proportions qu'ils arrivent à calculer, mais ils se rendent compte que plus ils mettent des moyens sur ces machines-là, mieux ça marche. Ça veut dire que plus le texte est cohérent, et sur une longueur de plus en plus grande, sur des tâches plus compliquées. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre des moyens sur ces machines? Ça veut dire faire c'est des réseaux de neurones derrière, mais c'est une vague analogie avec le cerveau, c'est pas des vrais réseaux de neurones. Mais en tout cas, ils ont des paramètres, comme dans votre salon, vous avez peut-être un truc pour faire le son, là, avec des boutons que vous tournez, et vous cherchez, ou quand vous cherchez une radio, ou quand vous cherchez, enfin voilà, c'est des paramètres, quoi. Vous tournez un bouton pour régler le volume, pour régler où est-ce que vous allez sur la bande. Sur votre machine, vous avez peut-être 2 ou 3 paramètres dans votre salon ou dans votre voiture. Bon, bah là, eux, c'est des machines où il y a plutôt 10 000, 20 000, 100 000 paramètres qui sont entraînés par essai-erreur sur des exemples, et qui par essai-erreur vont trouver la meilleure combinaison de paramètres pour produire un texte qui soit le meilleur possible. Et donc mettre plus de moyens là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre plus de paramètres. Ça veut dire avoir encore plus de boutons et les entraîner sur encore plus d'exemples. Donc c'est à partir de ce moment-là que toutes ces entreprises vont
essayer de collecter le plus de textes possible et qui vont récupérer tout Wikipédia, tous les forums en ligne, tous les livres qui ont été numérisés. Plus ils ont d'exemples, plus ils peuvent entraîner leur machine gigantesque. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher, il vous faut, donc pas à ce moment-là, mais un peu après, dans début des années 2020, il fallait plusieurs mois d'un supercalculateur pour entraîner une machine à produire du texte, et ce qui devait coûter de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et comme c'est par essai-erreur, vous changez un peu votre machine, et puis vous la réentraînez encore, vous rajoutez plus de paramètres, vous essayez d'entraîner un peu différemment sur le texte, et vous réentraînez encore, donc ça coûte une fois 20 millions, puis vous faites un autre essai, une fois 20 millions encore, vous faites encore un autre essai un peu différent, une fois 20 millions, donc ça coûte très 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 cher. Sauf que plus on met de moyens, plus le résultat est là. Donc si vous voulez, c'est comme si vous avez un gang de chercheurs d'or, ils sont tombés sur un filon, donc plus ils mettent, à chaque fois qu'ils mettent un peu de moyens, il y a de l'or qui ressort, donc ils vont tous chercher des bulldozers, si vous voulez. Ils vont chercher cet argent-là, et OpenAI, du coup, va complètement changer, en fait. Ce qui était censé être une association qui œuvre pour protéger l'humanité de l'apocalypse due aux machines, en fait, ils vont complètement être aspirés par ce filon qui a été trouvé, et donc ça va cesser d'être une association, ça va être une espèce de montage bizarre, association qui possède une entreprise à but plafonné, enfin bref. Ils vont faire venir à ce moment-là Sam Altman comme nouveau directeur. Sam Altman qui vient du monde des startups, qui était le président d'un incubateur très très célèbre, qui est l'incubateur le plus riche et le plus influent du monde, qui a incubé, donc qui a aidé à grandir des sociétés comme Airbnb, Dropbox, etc., des sociétés qui valent des milliards. Et donc c'est quelqu'un qui a été dressé à faire grandir très très vite des entreprises et à les rendre très rentables. Et ils vont aller chercher, donc le bulldozer en question, ça va être le partenariat avec Microsoft. Microsoft va leur donner 1 milliard, on est en 2019-2020, et 1 milliard de quoi? 1 milliard de puissance de calcul. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 10 millions, ils vont faire ça sur les machines de Microsoft, et c'est Microsoft qui paye l'électricité, tout ça. Donc, là on est en 2020, et il y a une première surprise. En fait, personne ne s'attendait, là ça a été très rapide en 3 ans, personne ne s'attendait à trouver une espèce de filon, une manière d'organiser comment est-ce que les machines traitent du langage qui marche. Et plus on les fait grosses, ces machines, plus ça marche. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Mais c'est une première surprise, c'est qu'il suffit de mettre des moyens, il suffit de les rendre plus grosses, et ça marche de mieux en mieux. Et il va y avoir une deuxième surprise. Donc en 2020, ça c'est un article d'OpenAI. Donc OpenAI va devenir un des leaders de cette recherche-là. Ça c'est très rapide hein, quand même. Il va y avoir une deuxième surprise. Ils vont publier donc cet article où ils vont dire, donc voilà, à l'origine, c'est des machines où on veut juste leur faire produire du langage. On veut qu'elles parlent. Et après, on les entraîne ensuite à réaliser des tâches grâce à leur capacité à parler. Donc on va simplement leur apprendre à produire du langage cohérent, et après on va les entraîner à répondre à des questions de droit, de médecine, à faire de la traduction, à mélanger, remettre dans l'ordre des phrases qui ont été mélangées, ou à faire même de l'arithmétique. Mais donc on va les réentraîner. Il y a toute une question d'entraînement sur une base de données d'exemples, qu'on appelle le pre-training, pré-entraînement, parce qu'ensuite, une fois que ça peut à peu près parler, on va le réentraîner sur des tâches particulières. Et là, la deuxième surprise donc, que partagent les gens d'OpenAI, c'est de dire, en fait, on n'a pas besoin de les réentraîner, simplement en les pré-entraînant pour qu'elles soient capables de parler, on voit que nos machines peuvent déjà répondre à des questions en droit, en arithmétique, faire de la traduction, remettre dans l'ordre des phrases qui ont été mélangées. Et ça, personne s'y attendait non plus. C'est-à-dire qu'en apprenant à parler, entre guillemets, en regardant ces millions et ces millions et ces millions de pages de texte, ces machines ont aussi appris à répondre de manière compétente, entre guillemets, on va voir ce que ça veut dire, de manière compétente dans des domaines très variés, le juridique, etc., ce qui n'était pas du tout, c'était pas prévu, quoi.
Tout ça n'était pas prévu et va surprendre tout le monde et va du coup démultiplier la hype. Donc là, c'est une deuxième courbe exponentielle. La première, c'était 2018-2019 et là, on est 2018-2021. Vous voyez, la première courbe, elle arrivait au milieu. Elle est plate là, tellement ça a explosé ensuite après. Donc là, c'est plus des bulldozers, c'est des armées de bulldozers. Les gens vont chercher encore plus de moyens, faire des machines encore plus énormes. On a du mal à imaginer la démesure qui s'est emparée de ces différentes équipes de chercheurs. Parce que, et c'est là où la petite introduction sur le contexte de la création d'OpenAI est important, c'est que c'est un contexte où on parle de machines qui pourraient devenir super intelligentes. Alors que pourtant à l'époque c'était des machines différentes, c'était des machines qui faisaient de la vision artificielle et d'autres choses. C'est des gens qui ont commencé à travailler là-dessus dans ce contexte-là, dans un discours sur la super-intelligence. Et là, ils ont cette double surprise de machines où plus on les rend grosses, mieux elles marchent. Et en plus, elles ont l'air de venir avec déjà des compétences dans des domaines qui normalement requièrent de l'intelligence. Du coup, les ingénieurs eux-mêmes vont commencer à avoir, pour interprétation de ce qui est en train de se passer, et qui va très vite et qui surprend tout le monde, que ils sont en train d'assister à l'émergence de machines intelligentes. Ce qui n'est pas du tout évident, on va le voir. Mais en tout cas, c'est à prendre en compte, c'est que c'est comme ça qu'ils vont l'interpréter, et ça va rentrer dans leur vocabulaire, et c'est pour ça qu'après, dans le marketing d'OpenAI, etc., ils vont parler d'intelligence et tout. C'est dès ce moment-là, et on est bien avant ChatGPT, on est dans les années 2020, dès ce moment-là, c'est la grille de lecture qu'ils vont avoir sur ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'ils ne savent pas très bien comment marchent les machines, hein. Ils sont juste en train de les faire de plus en plus grosses, de tester par essai-erreur de différentes manières comment les améliorer pour qu'elles soient de plus en plus performantes. Et donc ils vont avoir des discours pour dire voilà, nos machines ont des capacités émergentes, donc avec tout l'imaginaire qu'il peut y avoir sur la notion d'émergence. Vous avez donc des gens comme, là c'est Sam Altman, alors c'est un petit peu plus tard, mais qui va vraiment avoir des discours complètement cosmiques et grandiloquents, quoi, qui va parler de ce que fait OpenAI comme si OpenAI était en train de reproduire ce que la biologie a fait avec les neurones dans l'histoire de l'évolution, quoi. Et une espèce de fanatisme du coup. Ça c'est une citation d'OpenAI qui est un peu ultérieure, mais ça donne une idée de l'état d'esprit de ces personnes. Il dit, donc ça rapidement, il dit peu importe qu'on crame 500 millions par an ou 5 milliards ou 50 milliards, je m'en fiche. Vraiment, sincèrement, je m'en fiche. Tant qu'on va sur la trajectoire où, alors bon, bullshit, attention, on va créer plus de valeur pour la société, etc. Et là, j'ai mis en gras, we're making AGI, ça veut dire on est en train de fabriquer une véritable intelligence artificielle. Et ça vaut tout. Donc il y a une espèce de fanatisme de ces personnes, avec une ambivalence très étrange, puisque, pour rappel, donc, il est dans une société qui n'est pas vraiment une société qui avait été créée pour prévenir la destruction de l'humanité à cause d'une super intelligence, et là, tout d'un coup, ils ont l'air déchaînés pour, à tout prix, sans savoir vraiment comment et à quoi ça correspond, créer une super intelligence. Donc là, on est début des années 2020, avant ChatGPT. Voilà à quoi ressemblent les interfaces avec lesquelles on peut interagir avec donc ce qui s'appelle du coup à partir de ce moment-là les grands modèles de langage. Pourquoi des modèles de langage ? C'est que ces machines-là donc modélisent le langage, elles sont entraînées sur des immenses corpus et elles vont donc apprendre à imiter les corpus qu'elles voient. Donc elles modélisent le langage et on dit que c'est des grands modèles de langage parce que comme je vous ai montré, ils deviennent de plus en plus gigantesques. Et ça, c'est le type d'interface avec lesquelles on peut interagir. Et donc, c'est pas du tout un truc de question-réponse. Vous voyez là, vous mettez un début de texte, 3 raisons pour faire un jardin avec des plantes succulentes, et en fait, ça vous donne une suite probable. Et donc là, par exemple, ça pourrait être une question et des réponses, mais on peut aussi mettre un début de pièce de théâtre et ça va vous donner la suite. Ou on peut mettre Donc en fait, c'est surtout des machines qui sont entraînées à imiter le texte et à compléter le début de texte que vous avez mis. Ça, c'est la manière dont OpenAI présente leur grand modèle de langage dans ces années-là. La manière dont Google présente, eux, leur grand modèle de langage, c'est assez différent.
c'est de dire c'est des outils grâce auxquels vous pouvez interagir avec n'importe quelle entité et leur poser des questions et discuter avec eux. Donc là, par exemple, ils disent vous pouvez discuter avec Pluton, vous pouvez discuter avec des feuilles de papier, parce que le modèle de langage a appris à imiter toutes les entités qui étaient présentes dans son corpus et à parler comme elles. Donc c'est une manière totalement différente de le présenter. Et tout va changer en novembre 2022, à cause d'OpenAI encore, qui va décider de créer ChatGPT. Et ChatGPT, donc c'est un grand modèle de langage, mais où il y a une couche supplémentaire, il y a une modification supplémentaire, qui est de le faire apparaître comme si c'était un interlocuteur. Donc pour ça, ils vont le modifier de différentes manières, ils vont le réentraîner de différentes manières, et ils vont le dresser d'une certaine manière à se comporter comme si c'était quelque chose qui répondait à des questions. Et qui doit répondre d'ailleurs en respectant, en étant politiquement correct. Et donc ils vont notamment payer par exemple des gens au clic pour aider ChatGPT à être entraîné. Et donc la sortie de ChatGPT, alors les gens d'OpenAI ont été eux-mêmes très très surpris par le succès de ChatGPT. Donc ça c'est un graphique qui montre le temps d'adoption, le temps pour arriver à 100 millions d'utilisateurs de différentes applications. Et ChatGPT, en seulement 2 mois, vous avez eu 100 millions d'utilisateurs contre 25 mois par exemple pour Instagram. Donc un succès mondial immédiat et qui a surpris tout le monde et les gens d'OpenAI en premier, dû à cette intuition qu'ils ont eue, cette idée qu'ils ont eue de le déguiser, de le maquiller en interlocuteur, comme si c'était quelqu'un à qui on posait des questions et des réponses. Et donc, voilà, vous avez l'empilement de 3 surprises successives. La première, auprès des ingénieurs eux-mêmes, qui est qu'il suffit de mettre plus de pognon sur ces machines, elles marchent mieux. La deuxième, c'est que non seulement elles marchent mieux, mais elles ont l'air d'acquérir des compétences qu'on n'a même pas besoin de leur apprendre, simplement en apprenant à parler. Et la troisième, qui est cette fois-ci une surprise mondiale, quand ils le déguisent en interlocuteur, ça marche. Les gens ont l'impression de parler à quelqu'un. Et alors ça, c'est un truc assez ancien en informatique, on appelle ça l'effet ELISA. ELISA, c'était un chatbot qui avait été créé en 1964, donc ça nous ramène et qui était très très simple, qui en fait imitait un psychothérapeute. Et donc tout ce qu'on lui disait, il le reformulait sous forme de questions. Donc c'était un programme assez simple en fait. Vous lui disiez bonjour, comment vas-tu, qu'entends-tu par comment ça va, bah oui ça va, mais je me suis disputé avec ma mère. Ah, parle-moi de ta mère. Ah oui, bah en fait elle avait fait ça. Ah bah parle-moi de ça. Et donc ça prenait juste des mots dans ce que les personnes écrivaient, puisque c'était par écrit, et ça les reformulait comme des questions. Donc c'était assez très très simple. Et son créateur, qui est devenu en fait quelqu'un qui était un peu contre les projets d'IA après ça, à cause de ça, s'est rendu compte que malgré la simplicité du programme, et même quand les gens savaient que c'était un programme, ils avaient tendance à l'anthropomorphiser, à considérer que c'était un interlocuteur. Et donc il a appelé effet ELISA, l'effet, la facilité avec laquelle les gens vont projeter des caractéristiques humaines sur des programmes, même quand ils sont très simples. Et donc là, ChatGPT, c'est pas un programme très simple, c'est un programme gigantesque. Ils ont passé des années du coup à le rendre gigantesque comme on l'a vu. Et en plus, il a été dressé d'une certaine manière, déguisé en interlocuteur, donc il y a cet effet ELISA mondial qui prend, et du coup, tous les autres concurrents qui vont sortir, les prochains grands modèles de langage qui sortent, ils vont suivre aussi. Alors, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, en fait, il y a d'autres interfaces, mais ça va être un peu l'interface dominante, c'est celle d'un interlocuteur. Quelqu'un à qui on pose des questions. Et en plus, après, il y a, en plus des chercheurs, il y a les utilisateurs. Alors, je suis désolé, ça se voit pas très bien. Ça, c'est quelqu'un qui poste sur Twitter, qui dit voilà, j'ai fait passer à ChatGPT, maintenant il est capable de passer l'examen du barreau, de passer des examens de MBA, de passer un examen médical, une licence de médecine, et quoi après. Et en fait, une fois qu'ils ont lâché dans la nature, entre guillemets, leur ChatGPT, leur grand modèle de langage déguisé en interlocuteur, les gens s'en sont emparés, et là on peut faire toutes sortes de choses qui ont contribué aussi à cette grille de lecture, on est face à une espèce d'intelligence qui est en train d'émerger, et ont contribué notamment en leur faisant passer des tests qu'on fait normalement passer aux êtres humains.
J'ai été très long sur cette première partie, je suis désolé, parce que je vois qu'il est déjà 9h moins 10, je vais essayer d'être beaucoup plus rapide sur les deux suivantes. Ça va jusque-là? Donc, voilà un peu le contexte qui a fait que l'interprétation majoritaire de ce qui se passe a été on est face à une émergence d'intelligence. J'ai essayé de vous donner un peu les ingrédients de cette mayonnaise et pourquoi ça a pris aussi bien. Mais un certain nombre de personnes ont, dès 2020, donc assez tôt, critiqué en fait cette démarche pour plusieurs raisons, en disant d'abord, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire des machines aussi gigantesques, donc une critique directe de ce qu'on a vu de Sam Altman qui disait quel que soit le coût, on s'en fiche, il faut le faire, c'est l'invention la plus incroyable, on pourrait mettre 500 milliards. Ces 500 milliards, derrière, c'est l'électricité, c'est du refroidissement, donc ça a un impact écologique monstrueux. Donc première critique, de dire est-ce que vraiment c'est désirable en fait, de mettre autant de moyens là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres choses avec toutes ces ressources, et puis pas forcément polluer autant pour ça. Deuxièmement, de dire, voilà, ces modèles sont présentés comme une sorte d'émergence de l'intelligence, mais ils font que imiter ce qu'ils ont vu dans leur corpus d'entraînement, et donc ils imitent une espèce de moyenne ou des stéréotypes qu'il y avait dans leur corpus d'entraînement, et donc en fait ils vont être... alors ensuite on va les corriger, mais c'est difficile, mais ils vont être majoritairement sexistes et racistes, parce que les corpus sur lesquels ils sont entraînés sont sexistes et racistes. Et le troisième point, c'est le seul qu'on va aborder, hein, c'est de dire, vous dites que c'est une émergence d'intelligence, mais ça n'est pas une émergence d'intelligence, ce ne sont, et donc c'est la fameuse expression, ce ne sont que des perroquets. C'est un article de 2020, c'est-à-dire ce ne sont que des perroquets qui font simplement que répéter ce qu'ils ont vu dans leur base de données d'entraînement, et qui du coup donnent l'illusion qu'ils comprennent les questions, mais en fait ils ne comprennent pas. Et alors, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont s'amuser à partir de là à prendre en défaut ChatGPT et consorts pour montrer qu'ils ne sont pas si intelligents que ça. Et un des résultats, je vous en montrerai 3-4, par exemple, c'est un article qui dit c'est marrant, il y a certaines questions, si on les pose dans un sens, il a la réponse, par exemple, qui est la mère de Tom Cruise, et il donne la bonne réponse. Par contre, si on la donne dans l'autre sens, qui est le fils de Mary Lee Pfeiffer, ça marche pas. Alors que là, vous parlez de machine intelligente, votre machine elle est même pas capable de faire la relation d'identité entre deux choses et d'aller dans un sens à l'autre. Donc il y a quand même de quoi on parle en fait. Deuxième résultat d'un petit malin qui dit c'est marrant, donc effectivement ChatGPT est très très fort pour faire des problèmes d'informatique, il réussit à 10 sur 10. Mais par contre, je me suis rendu compte que si les problèmes d'informatique avaient été publiés avant 2021, c'est 10 sur 10. Si je lui soumets des problèmes qui ont été publiés après 2021, c'est 0. Donc est-ce qu'il a des capacités d'informatique, de programmation, ou est-ce qu'il connaît les questions de l'examen? Parce qu'en fait, il a été entraîné sur virtuellement tout ce qu'il y a sur Internet. Donc peut-être qu'en fait, vous croyez qu'il comprend vos questions. Non, c'est juste qu'il les a déjà vues. Et donc, ça c'est d'autres, je passe, mais en gros des personnes qui vont essayer de raffiner un peu ces résultats pour voir dans quelle proportion est-ce que les grands modèles de langage n'arrivent plus à répondre si on change l'intitulé des questions. Donc en fait, ce que ces personnes arrivent à montrer, c'est que ces dispositifs peuvent donner des bonnes réponses, mais pour de mauvaises raisons. Et les mauvaises raisons sont de 3 types. D'abord, la contamination de données. Data contamination, ça veut dire que les questions de l'examen et les réponses étaient dans l'entraînement, ils les ont déjà vues. Donc par exemple, en mathématiques, il y a des articles qui montrent précisément ça. La deuxième, ce qu'ils ont appelé, c'est du sabir, mais voilà, approximate retrieval, ça veut dire, ça n'a pas vu exactement la même question, mais ça répond par similarité à la question. C'est-à-dire que ça répond parce que ça ressemble à des choses qu'il a vues. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on montre ça? En fait, alors comment est-ce que c'est possible? On ne sait pas comment est-ce que c'est possible, mais on peut le montrer. Simplement, c'est que en fait, on reformule la question de manière de plus en plus différente. Et à mesure que la formulation est différente, les résultats baissent. Donc ça veut dire que le machin ne répond pas parce qu'il a compris la question, mais parce que ça ressemble à une question qu'il a déjà vue. Et enfin, il y a une troisième raison qu'on appelle shortcut learning, pardon pour tous ces termes
Et c'est qu'en fait, probablement, le modèle qui s'est entraîné par essai-erreur à imiter du langage, et peut-être qu'en s'entraînant par essai-erreur à imiter du langage, il a trouvé des moyens de donner les bonnes réponses, mais qui sont pour des mauvaises raisons. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu dans d'autres domaines, par exemple en images, en reconnaissance d'images. Donc ça, c'est l'exemple qui est sur le slide. Vous avez une image de poumon avec une zone rouge en haut à droite. C'est un cas très connu de programmes qui étaient entraînés à être capables de trouver des problèmes sur les radiographies de poumons et qui marchaient très bien à l'entraînement. Et puis une fois qu'ils l'ont mis dans les hôpitaux, ça ne marchait plus. Et après investigation, ils se sont rendus compte qu'en fait le programme avait appris à voir il s'était rendu compte que quand il y avait un problème, il y avait marqué urgent en haut à droite de la radio. Donc il donnait des bonnes réponses pour la mauvaise raison. Et donc c'est ce qu'on appelle un shortcut, il avait trouvé un raccourci qui faisait qu'il pouvait donner des bonnes réponses dans la majorité des cas, mais en fait c'était pas lié avec le problème qui est ce qu'il y a dans les poumons. Donc ça on appelle ça un effet Clever Hans en informatique, parce que Clever Hans c'était un cheval très connu en Allemagne à la fin du 19e, au début du 20e, qui était capable soi-disant de compter. On lui posait des questions et il répondait avec son sabot. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il était juste capable de sentir à quel moment il fallait qu'il arrête de taper du sabot. Et en fait, donc il était capable de sentir les attentes des gens qui étaient autour de lui et pas du tout de compter. Mais le problème, c'est que si vous avez un cheval qui est capable de sentir, il peut répondre bon dans tous les cas, et vous n'êtes pas capable de déceler forcément qu'en fait, il répond parce qu'il sent vos attentes et pas parce qu'il sait compter. Donc on peut avoir des machines qui répondent de bonnes réponses, mais pour de mauvaises raisons. C'est ça que tous ces travaux ont montré, et je viens de faire ma deuxième partie dans un temps record. Voilà, donc donc voilà, on a vu, maintenant on a les deux interprétations, qui sont, la première, on est face à l'émergence de machines intelligentes, pour les raisons qu'on a vues, pour les ingrédients qu'on a vus. La deuxième, et ils sont très virulents, ils sont beaucoup, et ils ont raison de dire non, pas du tout, c'est complètement stupide, et ça donne des bonnes réponses pour les mauvaises raisons. Et là, on va voir que c'est encore plus compliqué. Qu'en fait, ça donne des réponses pour des mauvaises raisons, parfois, ils l'ont montré, mais il y a aussi des cas où ça donne les bonnes réponses pour les bonnes raisons. Et on ne sait pas dans quelle proportion. On est face à un sacré bordel. Mais donc, là, ce qu'on va faire pour cette troisième partie, que je vais essayer de faire rapidement aussi, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire quand ça donne les bonnes réponses pour les bonnes raisons. Et donc, pour faire ça, je vais vous expliquer comment est-ce que ces machines-là organisent le savoir sur lequel elles sont entraînées. Et je vais commencer par des machines qui traiteraient des images, pour que ce soit plus visuel, et après je passerai au texte, et avec la même notion. Et donc, comme je vous ai dit, ces machines s'entraînent par essai-erreur sur des grandes collections d'exemples. Donc là, si on avait une machine dont on veut qu'elle soit capable de déceler la différence de faire la distinction entre les images de chats et de chiens, vous avez plein d'exemples d'images de chats et de chiens qui lui sont montrées. Et en fait, ce qui se passe, cette machine, c'est comme si elle apprenait à ranger les images de chats et les images de chiens en fonction de différences qu'elle va déceler, et où elle va déceler que ces différences-là, ça lui permet de mieux classer les chats et les chiens. Et elle va les ranger dans ce qu'on appelle des espaces multidimensionnels. Donc ça veut dire que donc ça c'est un espace à une dimension. Ils sont rangés en une dimension, c'est une ligne, par la taille. Donc elle a décelé que la taille, ça allait distinguer les images, et elle les a rangées par taille dans un espace à une dimension, mais elle pourrait les ranger dans un espace à deux dimensions en fonction de la taille et de la couleur du pelage. Et elle pourrait les ranger dans un espace à trois dimensions en fonction de la taille, de la couleur du pelage et de la forme des oreilles par exemple. Donc voilà, ça va déceler des caractéristiques qui permettent de différencier les objets d'exemples, et ensuite ça va les ranger. C'est comme si ça allait ranger dans des espaces multidimensionnels, sauf qu'ils ne font pas 3 dimensions, ils font 20 000 dimensions. Donc c'est impossible à imaginer, et en plus les dimensions ne correspondent pas à des caractéristiques identifiées. Il y a toutes sortes de compressions, donc c'est beaucoup plus compliqué, mais on va rester en 3 dimensions. Simplement pour dire que quand on fait ça, on va arriver du coup à avoir l'algorithme, c'est comme s'il avait appris à une forme de géométrie, une représentation mathématique. Dans cet espace, il y a une zone
où vont être rangées toutes les images de chat et une zone où vont être rangées toutes les images de chien, qui va correspondre à la combinaison de caractéristiques où ça ressemble à un chat et la combinaison de caractéristiques où ça ressemble à un chien. Et ça va faire que du coup, si vous lui montrez une image de chien, il va dire ok, il est grand comme ça, il a des oreilles comme ça, il est de telle couleur, bon bah il est dans cette zone-là, c'est un chien, dans un sens. Et puis après on va faire dans l'autre, on va lui dire bah prends-moi un point de la zone des chiens et montre-moi ce que ça donnerait. Et il va vous produire une image de chien. Et vous pouvez aussi aller dans la zone intermédiaire et lui dire ça ressemblerait à quoi, une image qui serait entre les chats et les chiens ou une image qui serait entre les lapins et les grenouilles. Donc vous avez encodage de notions. Donc il n'y a pas rien, il y a des notions qui ont été encodées. Là, la notion de chat ou la notion de chien, c'est une zone dans l'espace multidimensionnel. Ça a une définition mathématique. Et après, tous les chats qui sont vieux et tous les chats qui sont jeunes vont être répartis dans la zone des chats, à des endroits différents. Et tous les chiens qui sont jeunes et tous les chiens qui sont vieux vont être répartis dans des zones différentes. Et le chemin qui va des chiens jeunes aux chiens vieux est le même que le chemin qui va des chats jeunes aux chats vieux. Ça veut dire que c'est une opération dans cet espace, c'est un vecteur qui vous permet du coup aussi de transformer à l'intérieur, de dire je veux, tiens voilà une image de chat jeune, fais-moi une image de chat vieux. C'est ça le moteur des deepfakes, des fameux deepfakes, qui permet de manipuler ces images. Donc non seulement vous avez encodage des notions, la notion de chat ou la notion de chien, mais encodage des qualités que vous pouvez manipuler ensuite. C'est des opérations mathématiques, vous pouvez dire rends le vieux, rends le grand, rends le jaune, rends le... Et donc ça par exemple c'était des vieilles images au début de ce truc-là, où ils disaient on peut du coup manipuler une image originale, on peut changer sa pose, son âge, son expression, c'est le fait qu'un visage ait des lunettes ou pas, c'est comme si on déplaçait cette image dans l'espace multidimensionnel des caractéristiques. Donc cet espace il s'appelle l'espace latent. Je suis désolé pour tous ces termes, mais j'en ai pas trouvé de mieux, moi non plus. Enfin, tout le monde cherche, mais on ne sait pas comment parler simplement de ces choses-là. Et donc, on peut, en déplaçant l'image dans l'espace latent, vous la rendez plus grande, plus petite. Vous allez dans la zone intermédiaire entre les chats et les chiens. Donc ça, c'est pour les images, et c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces machines, comment est-ce qu'elles comprennent, entre guillemets, comment est-ce qu'elles encodent, on va dire plutôt, les images qui lui sont soumises. Maintenant, on va voir très rapidement encore la même chose pour le texte. Donc le texte, chaque mot va être transformé dans des nombres, enfin c'est des vecteurs plus précisément, et les machines vont être entraînées à, pardon pour ces représentations un peu cryptiques, les machines vont être entraînées à associer chaque mot avec tous les autres mots du vocabulaire, en leur donnant la probabilité que quelle est la probabilité que tel mot ou tel mot ou tel mot soit dans ton voisinage. Quand on dit « il modélise le langage », en fait, il modélise les voisinages entre chaque paire de mots. Et donc, ça va être comme s'il constituait aussi un espace latent du vocabulaire, où dans cet espace latent du vocabulaire, vous allez aussi retrouver les mots rangés par similarité. Donc les mots similaires vont être proches, hélicoptère et drone vont être à côté, alors que aigle et ils vont être très loin de aigle. Parce qu'ils sont entraînés, donc c'est par des exercices de texte à trous et autres, à apprendre quels sont les mots les plus proches ou les plus distants. Proches voulant dire est-ce qu'on peut les mettre dans le même contexte ou pas. Donc pardon, c'est très rapide parce que je voudrais m'arrêter là et qu'on puisse discuter. Enfin, je vais m'arrêter bientôt et qu'on puisse discuter, mais c'est pour vous dire, voilà, de la même manière, si vous avez réussi à imaginer cette notion d'espace latent pour les images, en fait, il y a la même chose pour le texte. Il y a aussi un espace latent du texte, et on sait que dans le texte, du coup, vous aurez les expressions linguistiques qui vont être rangées par similarité dans ces espaces multidimensionnels. Et on sait depuis assez longtemps, en fait, sur des espaces latents très simples, je vais vous montrer plutôt là-dessus, que je vous avais expliqué, donc pour aller des chats vieux aux chats jeunes, c'était la même opération mathématique que pour aller des chiens jeunes aux chiens vieux. Bah là, dans le langage, c'est un peu la même chose. Pour aller du mot roi au mot reine, c'est à peu près le même vecteur que pour aller du mot femme au mot homme, enfin du mot homme au mot femme. Donc c'est à peu près la même opération. Donc vous avez encodage non seulement des similarités entre les expressions linguistiques, mais aussi de relations d'analogie.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de relations d'analogie qui étaient encodées, donc le genre, la conjugaison, un pays, une capitale, et plein d'autres choses. Et donc vous avez aussi un espace latent du langage dans lequel vous avez non seulement des notions, mais aussi des relations entre ces notions qui font que, par exemple, si vous posez la question à ce modèle-là, vous lui dites bah, « donne-moi le féminin de reine », il va vous le donner pour la bonne raison. Le féminin de roi, il va vous le donner pour la bonne raison. Là, tout ce que je suis en train d'échafauder, c'est pour vous... On a vu comment ces machins-là pouvaient donner les bonnes réponses pour des mauvaises raisons. Et là, on est en train de voir les cas où ils donnent les bonnes réponses pour les bonnes raisons. Et donc, il y a des moments où a été encodée une relation linguistique qui fait qu'il est capable de donner la bonne réponse pour la bonne raison. Donc ça, le schéma que je vous montre, c'est sur un dispositif extrêmement simplifié avec un vocabulaire de 10 000 mots, un tout petit algorithme, etc. Où des chercheurs ont montré, ont dit, bah, regardez ce qui est encodé dans notre minuscule machine quand on l'entraîne sur 10 000 mots. Pour passer de ça à ChatGPT et consorts, dont je vous ai montré que tout le monde s'était affairé pendant des années à les rendre le plus gros possible, parce qu'ils s'étaient rendu compte que plus ils étaient gros, mieux ils marchaient. Donc on ne sait pas en fait qu'est-ce qui est encodé dans les ChatGPT et consorts. Alors, j'ai passé très vite. Donc en bilan, en fait, pourquoi est-ce que ChatGPT est capable de donner des bonnes réponses? Pas toujours, mais il y a une partie de mauvaises raisons, donc de mémorisation ou de raccourcis, et il y a une partie de bonnes réponses, c'est-à-dire d'encodage de notions dans les espaces latents. On ne sait pas dans quelle proportion, et on est à une étape où on tâtonne complètement pour essayer de savoir, bah, tiens, quand on lui a posé telle question, qu'est-ce qui s'est activé, à quoi ça correspond, pour savoir exactement qu'est-ce qui a été encodé comme relation linguistique. Et là, on est face à quelque chose de gigantesque qui a été créé donc très 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 vite. Et les ingénieurs qui travaillent dessus sont encore très très occupés à les rendre plus gros et plus compliqués, beaucoup plus qu'à essayer de comprendre ce qui a été encodé. Beaucoup plus qu'à essayer de comprendre comment est-ce qu'ils comprennent. D'où cette confusion considérable en fait. La confusion, elle est chez tout le monde en fait, parce que c'est un vaste mélange, et on ne sait pas dans quelle proportion, et on ne sait pas comment tout ça s'articule. Alors, je vais m'arrêter sur un dernier point, c'est que tout ça, ça dépend de la base de données d'exemple. Qu'est-ce que vous lui avez montré comme exemple pour apprendre quelque chose? Et ça, c'est essentiel de le garder en tête pour finir. Donc ça, pareil, je vais passer plutôt par les images pour vous le montrer. Donc ça, c'est si vous demandez à Midjourney, qui est un des outils de fabrication d'images, de produire une image de guerriers maoris qui se prennent en photo, de guerriers africains qui se prennent en photo, ou d'Indiens qui se prennent en photo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans ces... Voilà, c'est ce sourire extraordinaire que jamais des Indiens n'auraient. Et donc c'est une blogueuse russe qui a remarqué ça, qui disait... Toutes les photos que je leur demande de produire, les personnages sourient comme des Américains. C'est très drôle. Elle dit, si vous souriez comme ça dans le métro de Saint-Pétersbourg, on va vraiment vous prendre pour un drogué, vous allez avoir des problèmes. Personne ne sourit comme ça avec des dents parfaites aux États-Unis. Pourquoi il y a ça? Et ben, ça dépend de la base de données d'entraînement, donc on sait laquelle c'est. On peut aller regarder dedans. Bon, il y a 5 milliards d'images, c'est un peu long, mais on peut aller regarder dedans et voir qu'en fait, bah oui, on est allé chercher au chalutier tout ce qu'il y a sur Internet. Et sur Internet, si vous allez au chalutier, bah, vous avez principalement des choses de la sphère anglo-saxonne qui répercutent les stéréotypes de la sphère anglo-saxonne. Et vous n'avez pas de base de données neutre, ça n'existe pas. Vous pouvez changer les exemples, essayer de corriger, mais ce dernier rappel, c'est pour dire que même si ça peut donner les bonnes réponses pour des bonnes raisons, encodage des notions dans l'espace latent, l'encodage des notions, il sera toujours biaisé par les exemples qu'il y a eu dans la base de données. Je vais m'arrêter là parce que j'ai été un peu long, et comme ça on a du temps pour la discussion, parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions sur ces sujets. Merci pour votre patience. Et ça peut être des questions, pas forcément sur l'exposé, si vous avez des questions sur l'IA, comme celle qu'on peut entendre
sur l'emploi, etc. On peut en parler, bien sûr. Merci. J'ai une question qui n'est pas d'ordre philosophique, mais d'abord, bravo pour cet exposé très clair. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que l'IA doit craindre le plus? L'assèchement des fonds, puisqu'il faudra toujours plus pour être au mieux meilleur, au pire aussi médiocre. Donc l'assèchement des fonds d'une des plateformes, ou la voracité des plateformes entre elles, ou la voracité de l'IA chinoise, voire russe, contre l'IA américaine, puisqu'il n'y en a pas une quatrième, je ne connais pas d'IA française. Merci. Alors il y a une IA française qui s'appelle Le Chat, qui est faite par Mistral. C'est tout petit par rapport à eux, mais qui a le mérite d'exister. Ou le mérite, je sais pas, mais en tout cas elle existe. Alors, on va de surprise en surprise, comme on l'a vu sur la première partie. Du coup, vraiment, je peux pas du tout prédire qu'est-ce qui menace le plus l'IA, parce que les ingénieurs, les gens qui travaillent au cœur de ce projet-là sont eux-mêmes surpris par ce qu'ils font, parce que les gens en font une fois qu'ils le mettent en ligne. Et là, du coup, on est dans un gigantesque flipper où la balle elle va dans tous les sens. Et du coup, on n'est pas à l'abri que d'une part, on arrive à des modèles qui soient good enough, qui marchent bien, en faisant ce qu'on appelle de la distillation, c'est-à-dire qu'ils vont aller apprendre auprès de gros modèles, mais qui sont eux-mêmes consomment peu, donc qui ne soient pas forcément aussi gourmands, aussi demandeurs. En fait, cette démesure en ressources, peut-être qu'elle va s'arrêter, peut-être que c'est que le début, et qu'ensuite il y aura des gens qui vont trouver les moyens d'apprendre de tout ce qui a été fait avec cette démesure en utilisant moins de ressources. C'est une possibilité. Mais il peut y avoir aussi... là, on parle plutôt de mur des données. C'est-à-dire qu'ils n'arriveraient pas à améliorer leur machine parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de nouvelles données. Et surtout que maintenant, si vous allez chercher les données au chalutier sur Internet, vous avez beaucoup de données qui ont été elles-mêmes produites par des IA et qui du coup il y a une perte en performance. Ensuite, entre elles, la voracité des grandes plateformes entre elles, oui, c'est une grande bataille. En même temps, c'est quand même une communauté où il y a une partie des résultats qui partagent. Ils vont d'une plateforme à une autre. Les chercheurs eux-mêmes, ils sont pas forcément sans pitié les uns envers les autres, et ils sont ils peuvent tout à fait aller d'une entreprise à une autre, parler de ce qu'ils font. Donc il y a quand même une culture de l'open source pas forcément chez les grandes entreprises. Google, ils ont dit après qu'ils n'auraient peut-être pas dû publier l'article des Transformers là, de 2017, qu'ils auraient peut-être dû le garder. Mais en fait, les gens, par exemple chez Facebook, celui qui a été recruté, Yann Lequin, il insiste pour que ce soit toujours ouvert en open source, que ce soit partagé avec ses collègues qui sont chez les concurrents. Donc c'est à la fois une grande bataille entre les plateformes et en même temps une communauté de gens qui sont en fait assez solidaires et qui partagent leurs résultats. Mais bon, ça devient aussi des enjeux géopolitiques pour compliquer en plus ça. Donc il y a les États-Unis qui cherchent à freiner ce que peut faire la Chine en les empêchant d'accéder à la puissance de calcul, au dernier modèle de processeurs, qui leur permettrait d'avoir la puissance de calcul pour entraîner leur propre modèle. La Chine trouve quand même des moyens de contourner ça. Il y a tout un jeu qui se complique encore plus à ce niveau. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Moi, je vous demande, est-ce que vous croyez vraiment aux bonnes réponses pour les bonnes raisons? J'ai envie de croire que c'est quand même dépendant de l'entraînement. Si par exemple on remplaçait dans la base d'entraînement le mot femme par le mot chat, est-ce que
pour roi, ça proposerait pas reine, mais ça proposerait autre chose. Et du coup, voilà, c'est toujours biaisé par l'entraînement, et donc il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière de comprendre ce qu'est le féminin. Alors, il n'y a pas d'intelligence derrière, et il n'y a pas de comprendre ce que c'est que le féminin, et ça dépend de la base de données, je suis entièrement d'accord. Néanmoins, il faut, nous, en fait, faire l'effort de comprendre comment est-ce que ça donne ces réponses, avec ce que j'ai appelé donner les bonnes réponses pour des bonnes raisons. La vectorisation de la notion de genre, c'est pas la meilleure représentation de la notion de genre, mais ça permet de donner la bonne réponse de manière plus robuste que si c'est parce qu'il y a une mémorisation ou raccourci. Donc c'est une certaine manière de quand même ressembler à une bonne raison. Et là pour le coup on entre vraiment dans des questions philosophiques, c'est-à-dire est-ce que c'est un horizon crédible d'arriver à mathématiser les notions et les relations entre les notions? Je sais pas. En tout cas, moi je constate que ça marche bien, et donc j'ai besoin de savoir comment ça marche, quoi. Et de pas le dénigrer trop vite en disant c'est une mathématisation des notions de langage et nous notre manière de comprendre c'est autre chose, on est du vivant, on est de l'humain et tout. Je suis d'accord, mais ça doit pas en dénigrant trop vite, on prend pas le temps de comprendre. Et je pense que c'est important de prendre le temps de comprendre parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur la linguistique, sur la langue, je pense qu'il y a là on a des années et des années de découvertes sur nous-mêmes et sur qu'est-ce qu'on fait quand on utilise du langage grâce à ça, pas forcément sur l'intelligence. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui me semble, c'est que toute cette question de l'IA, ça s'inscrit aussi dans tout un système de représentation. Et en fait, j'ai l'impression que l'IA, ça encode surtout une vision du monde qui est dominante actuellement, quoi. Et ça, c'est peut-être à questionner. Elle est souvent envisagée aussi dans un but de... Enfin, je vois ce que disait Emmanuel Macron, là. Dans un but de travailler plus vite, produire plus, c'est totalement utilitariste. Alors, c'est compétitif. Et ça pose question actuellement quand on voit comment tournent les choses au niveau mondial actuellement, quoi. Alors l'IA c'est devenu vraiment la manière de relancer les discours sur le progrès auxquels plus personne ne croirait sinon. Ça je suis d'accord avec vous. C'est une manière de dire on va retrouver la croissance, on va retrouver l'emploi, on va retrouver je ne sais quoi. Donc là c'est les grandes annonces sur les data centers et tout. Alors que bon, je ne veux pas insulter des gens dans la salle s'ils y croient, mais je pense que personne ne croit vraiment au fait que oui, on va retrouver des points de croissance et le progrès des 30 glorieuses, etc. Enfin, je veux dire, c'est des discours qui sont complètement éculés. Et là, bien sûr, l'IA, ça sert pour des représentants politiques ou des gens qui ont intérêt à incarner ces vieilles représentations. Ça leur sert à ça, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est le premier truc, c'est l'IA en général qui vient comme relais de vieilles promesses de croissance, etc. Avec un impact écologique non négligeable. Ça, et le deuxième truc, c'est que les IA elles-mêmes sont chacune véhiculent une représentation du monde qui n'est pas neutre. Donc c'était dû à la base de données, on en a reparlé, et c'est vrai donc sur le langage. Vous avez par exemple Elon Musk qui a reproché à ChatGPT d'être trop woke, d'être trop politiquement correct. Et donc il a créé une IA, un grand modèle de langage concurrent qui s'appelle Grok. Sauf que Grok, en fait, il est assez politiquement correct aussi. Et Musk était ennuyé par ça. Et bizarrement, il y a 2 semaines, il y avait des fermiers sud-africains qui ont été reçus par les États-Unis en réfugiés. Donc peut-être que vous savez, en ce moment, il y a une polémique. Elon Musk demande à Trump de se faire le relais du discours selon lequel il y aurait un génocide des fermiers blancs en Afrique du Sud en représailles de l'apartheid. Et donc Trump s'est fait le relais, a interpellé le président d'Afrique du Sud plusieurs fois, etc., a reçu des fermiers sud-africains. Et au moment où les fermiers étaient reçus aux États-Unis, l'IA de Elon Musk, donc Grok, s'est mis à parler de fermiers sud-africains blancs et de cette polémique,
n'importe quand, en fait. Vous lui posiez des questions sur Disney et ça vous donnait la réponse, puis après, il disait « Et au fait, les fermiers sud-africains ». Mais ce qui est drôle, c'est que sans pour autant refléter la position de Elon Musk. C'est-à-dire que ça disait pas pour autant qu'il y avait un génocide, ça disait oui, il y a une controverse en ce moment, etc. Donc, il avait... alors, on sait qu'il a essayé de manipuler des choses sur qu'est-ce que ça répond quand on pose des questions sur Elon Musk, parce qu'à un moment, Grok était très critique d'Elon Musk. Donc ça, apparemment, ils ont réussi, mais en fait, on sait même pas très bien comment influencer ces trucs-là. En tout cas, on peut censurer certains sujets. Et en Chine, par exemple, les grands modèles de langage sont censurés. Ils sont censés être conformes à la doctrine du Parti socialiste. Et là, pour le coup, du coup, vous avez des réponses. Et donc, c'est des objets idéologiques. C'est des objets qui véhiculent une idéologie et il n'y aura jamais de modèle de langage neutre. Vous allez entendre un discours qui va enfler et dont Elon Musk s'est fait le relais, qui est de dire nous, on va faire la vraie IA. Celle qui a été construite sur encore plus de données et donc c'est encore plus neutre parce que c'est sur toute la vérité qui a été écrite par les plus grands penseurs de notre histoire. C'est absolument faux. Vous aurez toujours, ce sera forcément biaisé et c'est biaisé dans quelle direction la question qu'il faut poser. Donc ce sont des instruments du coup, ce sont des instruments orientés idéologiquement et qui maintenant vont devenir des acteurs géopolitiques. Ça va avoir du coup des impacts géopolitiques à qui appartient l'IA que les gens utilisent. Parce que le scénario, on va voir s'il s'installe ou pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il est souhaitable, mais en tout cas, ce qui est en train de s'organiser, c'est que vous utilisiez des outils comme ceux-là 50 fois par jour dans quelques années. Et que ce soit ces outils-là qui vous disent... quels sont les emails auxquels il faut répondre en priorité, qui vous suggèrent des réponses, qui vous aident à organiser vos vacances, qui écrivent le discours de mariage de la belle-sœur, etc. Et que vous l'utilisiez tout le temps. Donc, si vous l'utilisez tout le temps et que, en fait, subrepticement, il se trouve qu'il a des positions marquées sur le génocide des fermiers volants, c'est pas anodin. Merci pour votre exposé liminaire. On est quand même à l'aube de l'IA. Bon, quand on voit que les Indiens sourient, on peut imaginer que dans quelques heures ou dans quelques mois, l'IA saura que les Indiens ne sourient pas devant le téléphone portable. Donc, la question que je me pose, c'est que qu'est-ce qui manque à l'IA pour un jour espérer accéder à l'intelligence? En d'autres termes, l'intelligence versus l'IA, c'est quoi? Alors c'est une très bonne question. Et en fait le problème c'est que si vous arrivez à décrire ce qui manque à l'IA, vous pouvez créer un programme et vous le mettez dans votre machine. Donc par exemple, on va dire ce qui lui manque c'est des émotions. Et donc les ingénieurs vont répondre d'accord, c'est quoi les émotions? Vous allez dire bon ok, soit vous dites c'est les émotions c'est flou, c'est difficile à écrire, à décrire, toute la littérature à lutter autour de ça, et ils vont vous dire écoutez mon bon monsieur, ça n'est pas une objection valable, soit vous êtes capable de me dire ce qui manque, soit allez vous faire voir. Donc vous allez dire ok d'accord, alors les émotions, il y a quand même des travaux de psychologues sur les émotions de base, on a des textes de littérature qui les décrivent, ils vont dire très bien, ok, on la met dans notre système. Et alors vous allez dire non, c'est le corps, c'est l'incarnation, c'est que nous on sent. Ils vont dire pas de problème, je vous fais le capteur qui correspond à ce que vous me décrivez, être la perception, etc. Donc il y a une espèce de jeu de chat et de souris qui fait que dès que vous faites une objection assez précise, vous pouvez en faire vous pouvez l'intégrer dans la machine de la génération prochaine. Et vous avez raison, on n'est qu'à l'aube, au sens où vu les moyens qui sont donnés, on va être encore très surpris dans les années à venir. Après, dans quelle direction, je ne sais pas. Même si je pense que ça va être les robots. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que de toute manière, il n'y a pas de, ça reste une machine, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de subjectivité. Donc il n'y a pas de compréhension au sens où vous avez, j'ai des étudiants, il y a des étudiants qui peuvent apprendre par cœur et vous donnent la bonne réponse, et des étudiants qui ont compris.
la question. Alors là, c'était tout le sujet de l'exposé, c'est que quelque part, ils ont quand même compris d'une certaine manière, etc., mais il n'y a pas quelqu'un qui comprend. Et donc ça, il n'y a pas de subjectivité, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est le premier truc. Le deuxième truc, vous n'avez pas de créativité. Au sens où... Et là, souvenez-vous du premier truc que j'ai dit, c'est qu'à partir du moment où vous le décrivez précisément, on peut l'intégrer dans la machine. La subjectivité, le fait de parler en première personne, on ne sait pas à quoi ça correspond comme chose, comme dispositif dans le corps humain. On ne sait pas comment ça se fait qu'on est quelqu'un. C'est un problème très ancien en philosophie, notamment vous avez plein de textes autour de la figure du zombie. Vous pouvez dire quelqu'un pourrait être un zombie au sens où c'est quelqu'un qui agit automatiquement, pas quelqu'un qui veut vous manger, mais quelqu'un qui agit complètement automatiquement et qui n'est pas une subjectivité, et on ne verrait pas la différence. Peut-être que vous n'êtes pas une conscience, mais vous agissez exactement comme si vous étiez une conscience, et vous vous levez le matin, vous me répondez quand je vous pose des questions et tout. Vous pouvez me répondre exactement comme si vous étiez quelqu'un de conscient, sans être quelqu'un de conscient. Donc il n'y a pas un truc qu'on peut produire pour dire c'est ça la subjectivité, et que du coup ils pourraient mettre dans leur machine. Alors après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, et il y a un certain nombre de philosophes qui vont penser, qui l'ont défendu, qui ont dit, en fait c'est que ça n'existe pas, la subjectivité, c'est une illusion. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous m'écoutez qu'est-ce qui se passe vous comprenez quand même quand je vous parle, donc vous êtes quand même quelqu'un à qui je suis en train de parler. Donc la subjectivité existe sans qu'on puisse la décrire suffisamment pour qu'elle soit intégrée dans les machines. Donc il y a quand même ce truc-là. Un deuxième truc, c'est la créativité. Et un type de créativité, parce que ces machines-là peuvent créer des formes qui n'existent pas, donc il y a une sorte de créativité. Par contre, il manque une créativité qui est inscrite dans le temps, dans l'histoire, c'est-à-dire que dans l'art et dans la politique et dans plein de domaines, vous avez des révolutions, en sciences aussi, vous avez des révolutions scientifiques qui sont définies, très simplement, par le fait qu'il y a un moment où les règles du jeu changent. Et on coupe la tête du roi, c'est plus le roi le chef, etc. Et quand on change les règles du jeu, il n'y a pas de règles sur c'est quoi les règles qui sont en place pour changer les règles et pour instaurer de nouvelles règles. C'est pareil dans les situations de crise. Ce qui définit une situation de crise, c'est que les habitudes que vous aviez, donc les règles qui définissaient vos comportements, ne s'appliquent plus. Vous devez inventer de nouvelles règles, de nouveaux comportements. C'est la notion d'état d'exception, par exemple. Et là, en fait, c'est que vous donnez les pleins pouvoirs à quelqu'un parce que les règles ne marchent plus. Donc, quand vous avez des choses qui sont entraînées à imiter le langage, elles ne sont pas dotées de la capacité à réagir en absence de règles. Donc nous, on agit toujours selon des règles, mais on est capable d'en créer de nouvelles. Et vous avez toute l'histoire de l'art, toute l'histoire des sciences, toute l'histoire politique qui montre qu'on passe notre temps à créer de nouvelles règles. Et à comprendre quand il y a de nouvelles règles qui sont en place, par exemple le confinement. Le confinement, c'est pas quelque chose où tout le monde s'est mis à agir selon des règles nouvelles, qui ont été contestées, qui sont toujours contestées, mais vous avez tout d'un coup, à la faveur d'une crise, une modification générale de comment est-ce que les gens se déplacent, travaillent, font les courses, etc. etc., etc. Et là, vous avez une bifurcation générale de toute une société qui, d'un coup, se met à agir différemment. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut correspondre à un programme ou que vous pouvez inférer à partir d'une modélisation du langage. Donc ce type de créativité, on pourrait dire que c'est le deuxième genre de choses qui est à la fois pas descriptif précisément, parce que vous ne pouvez pas dire comment on fait pour définir de nouvelles règles, parce que si vous mettez des règles à ça, ça ne marchera pas quand vous aurez une situation radicalement nouvelle. Et en même temps, vous pouvez dire que ça existe, parce que l'histoire le montre, c'est l'aspect historique. Donc il y a la subjectivité, l'aspect historique, mais cela étant dit, et après je vais arrêter parce que je parle longtemps sur cette question, mais c'est vraiment une très belle question. Cela étant dit, ils vont fabriquer des machines qui vont simuler ça de mieux en mieux. Et notamment la subjectivité, votre ChatGPT, il peut tout à fait jouer le rôle de quelqu'un qui a l'air d'avoir des états d'âme et tout ce que vous voulez. Et sur la capacité à la créativité, vous pouvez aussi tout à fait lui poser des questions dans une situation de crise, et ça se trouve, il va avoir des réponses pertinentes, en fait, parce que dans son corpus, ça lui permettra quand même d'avoir des inférences qui ne sont pas totalement non pertinentes. Donc on va quand même avoir des systèmes, je pense, qui ont de plus en plus l'air de ressembler à ce qu'on imagine être l'intelligence et l'humain, et qui seront de plus en plus indistinguables. Mais moi, à mon sens, ça va surtout montrer que peut-être que ce qu'on imagine être l'intelligence et l'humain, c'est pas forcément ce qu'on pensait.
Et quand vous regardez l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est drôle, c'est que les chercheurs en IA ont passé leur vie à créer des machines correspondant aux stéréotypes qui, à leur époque, étaient pour eux le parangon de l'intelligence, mais ça marche plus forcément à notre époque. Donc, par exemple, dans les années 50, un gars comme Marvin Minsky, il se considérait comme le mec, le parangon du mec intelligent, et donc il faisait de la musique, il jouait aux échecs, il parlait plusieurs langues, il était très malin, il faisait des blagues et tout, c'était un gars intelligent, et il passait son temps à montrer que c'était un gars intelligent. Et les machines sur lesquelles il travaillait, ou sur les machines sur lesquelles il écrivait des livres sur les machines intelligentes, c'était des machines qui jouent aux échecs, qui font de la traduction, qui font de la musique, qui correspondent à ce qui pour lui était l'intelligence. Et là, ça marche encore un peu comme définition de l'intelligence, mais on peut imaginer des versions totalement différentes de l'intelligence, alors émotionnelle, corporelle, sportive, je sais pas quoi. En tout cas, on peut imaginer un point de vue depuis lequel on se dit mais sa définition d'intelligence elle est un peu pétée quoi. Et finalement il faisait que projeter le stéréotype de ce qui pour lui était l'intelligence auquel il cherchait à se conformer. Et donc peut-être qu'on va avoir des machines qui ressemblent de plus en plus à ce que nous on imagine être l'intelligence, mais qui manifesteront de plus en plus que c'est bien de revoir notre définition de l'intelligence. Et bonsoir plutôt. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe en France des statistiques qui montrent un classement GPT, Gemini, etc. Est-ce que ça existe ? Oui. Alors il y en a plein en fait. Ils changent tout le temps parce qu'ils passent leur temps à les améliorer. Vous avez des arènes aussi où ils les font... ils les mettent en compétition les uns avec les autres. Et vous avez ce qu'ils appellent... Donc c'est tout un sujet, c'est tout un champ de recherche en soi de comment on les évalue et comment on les compare. Quelles questions on leur pose. Comme je vous ai dit, s'ils ont déjà vu les questions, ça ne marche pas. Donc il y a plein de gens qui travaillent jour et nuit à trouver des questions qui ne sont nulle part sur Internet et qui font ce qu'on appelle des benchmarks. Oui. Et ils évoluent ces benchmarks très vite pour arriver à les comparer. D'accord. Mais uniquement... et sachant que, juste un dernier point, c'est que chacune de ces entreprises passe son temps à sortir des nouvelles versions et quand vous utilisez Gemini ou GPT, ils vous disent vous voulez utiliser quel modèle. Il y en a 5 ou 6, on ne comprend jamais lequel est censé faire quoi. Il n'existe pas un classement disant le premier, le plus utilisé en France, c'est ChatGPT, en 2, c'est Gemini, en 3. Bon, ça peut varier, mais il y a toujours un trio qui se retrouve... au niveau de l'utilisation, je pensais que c'est de la question, je pensais que c'était au niveau des compétences. Au niveau de l'utilisation, ça doit exister. Ça doit exister, je pense. Ouais. Je pense qu'on doit avoir les statistiques. À cela près que ça doit être déclaré par les entreprises, à mon avis, donc elles peuvent peut-être mentir. Dire nous, on attend d'utilisateurs. Ouais. Mais ça, je pense que les chiffres existent. Il faut les trouver. Il y avait une question par là-bas aussi. Je vais vers monsieur ici. Ah, pardon. Bonsoir, merci pour votre exposé, vos propos, vos réponses. Ma question concernait votre toute première slide, justement sur les aspects historiques, mais que vous avez déjà finalement un peu évoqué. Tout en haut de la slide, il y a beaucoup de slides. Hein. Hop, on y est presque. Voilà. Je vois First Golden Age, First Dark Age. J'imagine que ce sont des cycles en fait. Où, absolument. Où c'était fast et d'autres périodes moins fast. Absolument. Donc là, on est dans une période fast. Oui. Est-ce que c'est encore un cycle ou est-ce que c'est continu comment on peut imaginer les choses et qu'est-ce qui a causé aussi ces périodes fast et ces périodes peut-être moins... Donc le premier âge d'or, c'est un peu avant que sur la slide. Donc comme je vous disais, le mot il est inventé en 55-56. Et en fait cet âge d'or, c'est à partir de ce moment-là, et notamment à partir du moment où les gens qui étaient dans ces cercles-là vont recevoir des gros financements. Ils vont créer des labos sous le nom intelligence artificielle. Donc là on est aux États-Unis, hein, c'est à Stanford, au MIT. Et ils vont recevoir des Carnegie Mellon et autres, ils vont recevoir des gros financements. Et d'ailleurs c'est assez marrant, c'est que c'est pour des raisons pas forcément liées à l'IA en fait. C'est qu'il y en a un d'entre eux qui s'appelle John McCarthy qui a créé un truc qui s'appelle le temps partagé, qui était une manière d'utiliser les ordinateurs qui étaient rares à plusieurs. Et en fait ça va beaucoup intéresser
le gouvernement américain, celui qui s'occupe des financements pour la recherche, qui va dire on vous donne une énorme bourse, plus généralement pour tous vos projets liés à l'IA. Ça c'était au MIT, et ce gars-là va partir ensuite à Stanford, et il va recevoir aussi des financements là-bas. Et donc c'est pas directement pour faire des machines intelligentes, c'est plutôt parce qu'en fait, en s'intéressant aux machines intelligentes, ils s'intéressent aux machines, et en fait ils font des choses qui sont utiles pour l'informatique en général. Et donc, il va y avoir ensuite des gros financements dans les autres pays, en Angleterre, et il va se passer deux choses. À la fin des années 60, donc vous avez marqué XOR Problem 69, en fait, à l'époque, vous avez des premiers réseaux de neurones, et il va y avoir une controverse au sein des chercheurs en IA, entre ceux qui pensent que les réseaux de neurones, c'est une bonne direction, qui s'appellent les connexionnistes, enfin, qui sont appelés après les connexionnistes, et ceux qui pensent que c'est une mauvaise direction, qu'on va appeler l'école symbolique. Et c'est les deuxièmes qui vont gagner. Et en fait, mais le fait qu'ils soient disputés entre eux, et que du coup les deuxièmes vont déployer beaucoup d'efforts à montrer que les réseaux de neurones sont une mauvaise direction de recherche, en montrant toutes les limitations mathématiques des réseaux de neurones. C'est très ironique parce qu'aujourd'hui ce qu'on utilise c'est des réseaux de neurones, mais à l'époque, ils ont prouvé que ça pouvait pas faire ci, ça pouvait pas faire ça, etc. Et en fait, bon, il y avait quand même moyen de l'utiliser différemment, mais ça a été découvert ensuite. Donc il y a premièrement une controverse entre les chercheurs qui, à la fin des années 60, va discréditer une partie d'entre eux, qui sont les connexionnistes. Et en plus, le chef de file va mourir dans un accident de voile. Enfin, c'est un détail, mais en fait, c'est des personnes avec des histoires de... Et donc il y a ça. Et le deuxième truc, c'est que ces financements, ils sont alloués, et c'est des vastes financements, quand même avec estampillé intelligence artificielle. Et donc en 1970, début des années 70, il y a un certain nombre de personnes qui va dire bon bah ça fait 10 ans qu'on vous file du pognon, vous en êtes où des machines intelligentes? Parce que par exemple en 56, vous aviez quelqu'un qui s'appelait Herbert Simon, qui était très connu en économie ensuite, qui fait un programme qui prouve des théorèmes mathématiques et qui dit ça c'est intelligent, ça prouve des théorèmes mathématiques, je pense que d'ici 10 ans on aura fait des machines intelligentes et qui auront remplacé les humains dans la plupart des métiers, etc., etc. Vous avez tout ce qu'on entend aujourd'hui, qu'on entendait déjà il y a 10 ans. On l'entend aussi dans les années 50, c'est l'époque d'Asimov et tout ça, donc il y a aussi toute cette idée des robots qui arrivent demain, qui seront intelligents et qui vont être dans toute l'économie. Et donc là, ça fait 10-15 ans qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, et il y a un peu une rumeur, il y a des critiques aussi, il y a un philosophe qui s'appelle Hubert Dreyfus et d'autres, qui font des ouvrages assez conséquents pour dire c'est quand même un peu exagéré de parler d'intelligence artificielle par rapport à ce qu'ils fabriquent comme machine. Et donc les gouvernements, en fait, il va y avoir un rapport notamment, un rapport anglais qui s'appelle Lighthill Report, qui va faire le point, qui va faire une commission un peu d'enquête si vous voulez. Et il y aura d'ailleurs un de ceux qui a inventé le nom intelligence artificielle en 55-56, qui dira lors de cette commission d'enquête qu'il l'a un peu inventé pour faire le buzz, j'exagère, mais quelque part, et pour dire, bon, bah, est-ce que c'est sérieux cette histoire? Et ils vont se défendre comme ils peuvent, mais en tout cas, on va considérer dans les années 70, après ça, que c'est pas sérieux. Les financements vont se raréfier un peu partout, les gouvernements vont arrêter, parce que du coup, à l'époque, c'est beaucoup les gouvernements, et c'est beaucoup lié à l'armée. Ils ont eu beaucoup d'argent dans le contexte de la guerre froide aussi, du coup, aux États-Unis, et là ça va s'arrêter. Enfin, ça va se raréfier, donc ils vont continuer, les gens ils deviennent pas, ils ouvrent pas des restaurants à côté, ils continuent à faire de la recherche en IA, mais disons qu'ils ont plus des millions pour recruter plein de personnes. Et ça va reprendre dans fin des années 80, à la faveur d'une idée qui est d'un buzz autour de ce qui a été appelé les systèmes experts, qui était l'idée de faire des programmes en allant interviewer des experts, par exemple un médecin, un comptable, un juriste, et de lui demander quelles règles il applique pour chaque situation à laquelle il répond. Et ils vont faire des énormes programmes comme ça qu'ils vont vendre à des entreprises. Et en fait, ça va être une vague là plus portée par le privé, avec des startups et des grosses entreprises d'informatique qui vendent des systèmes experts de comptabilité, de droit, etc. Mais ça va s'effondrer pour le coup plus sous son propre poids. Il n'y a pas vraiment de critique cette fois, c'est juste qu'en fait ils vont se rendre compte qu'au bout d'un moment, si on fait des systèmes avec trop de règles, ça finit par pas marcher, par planter, parce qu'il y a des règles qui se contredisent. Et ils se sont rendus compte de deux choses en fait, c'est que d'abord
les experts donc en fait arrivaient à résoudre des contradictions dans des situations où il y a des règles contradictoires qui s'appliqueraient. Et d'autre part, ça a été ce qu'on a appelé la dimension tacite. Il y a eu tout un des travaux là-dessus de sociologues sur le fait de montrer qu'en fait, plus on est expert dans un domaine, moins on est capable de rendre explicite ce qu'on fait. Et qu'en réalité, il y a une dimension gigantesque d'implicite dans nos pratiques, en particulier quand on est très très bon. Et qu'en fait, ça ne peut pas être capturé par des règles, même des milliers et des milliers. Et là, ce qui est intéressant de ce qui s'est passé avec aujourd'hui les grands modèles de langage, c'est que ces règles-là ont été capturées, la dimension implicite a été capturée, puisque ça peut répondre à des questions de comptabilité, parce que quelque part l'expertise a été acquise par l'exemple, en consultant des millions d'exemples de trucs de comptabilité. Bah, oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'expertise qui a été acquis. Donc, deuxième moment de flottement dans les années 90, et de la fin des années 90 jusqu'à 2012, on considère que les gens qui font l'intelligence artificielle sont un peu des gens qui exagèrent, sont pas très sérieux. Et au sein de l'intelligence, donc le champ en général, et au sein de l'intelligence artificielle, on considère encore que les gens qui travaillent sur des réseaux de neurones sont encore moins sérieux, c'est-à-dire qu'entre eux, ils sont même pas d'accord. Parce que depuis 1969, il a été montré toutes les limites mathématiques des réseaux de neurones et tout. Sauf que, en fait, à partir de la fin des années 80, pardon, je suis un peu long, mais je vais être très long sur l'histoire de l'IA, c'est une histoire à rebondissement qui est très riche. À partir des années 80, il y a un groupe de gens qui se met à rebosser sur les réseaux de neurones, et ils sont marginalisés. Un jour, il y aura un film américain là-dessus. Ils sont marginalisés, ils sont dans leur coin, ils sont refusés des conférences, on leur refuse l'accès, enfin, ils ne sont pas invités à parler, etc. Et c'est qu'en 2012 que ces gens-là arrivent grâce à cette compétition de vision artificielle et qui bat tout le monde à plat de couture. Et les gens dans la salle disent « Mais vous avez utilisé quoi ?» Ils disent bah, « On a utilisé des réseaux de neurones comme ça et tout. » Et ils disent « Ah bon, mais on croyait que ça ne marchait pas. » Et je dis « Bah si, ça marche en fait, il suffit de faire comme ci, comme ça. » Donc ça a mis 30 ans à être admis par la communauté de l'IA, que oui, ça marchait par leurs résultats, et ensuite par les GAFA, et ensuite par le grand public. Et étant donné l'importance que ça a pris ensuite, c'est sûr, il y aura un film américain sur cette histoire, parce qu'ils ont vraiment été... on leur a craché dessus pendant des années, ils adorent le raconter. Et maintenant, maintenant c'est les rois du pétrole, ils ont toutes les décorations qui existent, ils sont payés des millions par les GAFA. Donc voilà, c'est effectivement une histoire avec des hauts et des bas, et on peut tout à fait imaginer que là, ça s'effondre encore. Que ça s'effondre, ou en tout cas que ça s'arrête. Que pour une raison ou pour une autre, que je peux pas vous donner parce que j'ai pas de boule de cristal, ça s'arrête aussi et qu'on se dise bon bah ok, les grands modèles de langage c'était super. En fait, ce qui pourrait se passer tout simplement, c'est que ça se banalise et qu'on comprenne à peu près comment ça marche et qu'on se dise bon bah on voit à peu près comment ça marche. On voit pas pourquoi on appellerait ça de l'intelligence. Et merci les gars de l'avoir fabriqué. Maintenant c'est dans nos téléphones, on l'utilise tous les jours, mais il n'y a pas tellement de relais qui est pris par d'autres choses et donc on parle pas forcément d'IA. Là, ce qui se passe en fait, quand même, qui fait que, à mon avis, ça va continuer, c'est que les grands modèles de langage ont l'air d'être, pour des raisons là encore qu'il va y avoir à éclaircir, ont l'air de créer une révolution en robotique. En robotique, en fait, c'est très compliqué quand vous avez un robot, là encore pour des raisons de dimension tacite, de tout l'implicite que c'est, par exemple, de se déplacer dans une pièce ou de servir un verre d'eau. Les robots sont nuls, enfin ils ont toujours été nuls, vous avez des bêtisiers sur YouTube de robots qui n'arrivent pas à ouvrir une porte, etc. Et là en fait les grands modèles ont l'air de leur permettre de permettre en fait de passer cette barrière qui est de devoir leur dire précisément toutes les conséquences de leur action, tout ce que ça implique. Là vous mettez ces machines linguistiques, ça a l'air d'elles-mêmes d'être pas en mesure de programmer, mais en tout cas de permettre à ces robots de mieux gérer la multiplicité des situations. Donc c'est un truc que j'ai pas encore étudié, mais que je compte commencer à étudier, parce que là il est en train de se passer un truc qui va sans doute relancer la hype. Et on va vous dire dans 5 ans, oui les LLM, bon voilà, mais c'est les robots, vraiment l'IA, c'est les robots, vous aurez un robot humanoïde dans votre maison, etc. Donc ça risque de continuer pour le coup cette fois. Merci de vos éléments de réponse. Juste sur la période 70, ça correspond au choc pétrolier. Est-ce que ça peut être aussi un élément Ouais, peut-être. Ouais.
Oui, et le fait qu'il y ait moins de ressources. Après, à l'époque, c'est des projets qui sont beaucoup moins gourmands en ressources qu'aujourd'hui. Mais par contre, ils ont besoin d'argent quand même. Mais ils ont moins besoin d'électricité comme aujourd'hui, quoi. Enfin, ils ont moins besoin d'énergie. Aujourd'hui, ils sont devenus très, très énergivores. Et Internet se positionne où, là? Et Internet, c'est fin des années 80, 90. Il reste un peu de temps ou 5 minutes? Il y a une question. On aura peut-être des réponses concises, alors. Ah oui, pardon, je suis très long sur les réponses. Je fais une phrase. C'est intéressant. Oui, bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut distiller des fausses informations au data center d'une façon régulière et faire des fausses informations au long cours? Oui, et ça c'est fait. Donc ça c'est la réponse courte. Et la réponse moyenne, vous avez par exemple 2 artistes qui se sont amusés à faire ça. Comme ils sont artistes et qu'ils ont une image publique, quand on pose des questions sur eux aux IA, ça répond, ils savent qui c'est. Et ils se sont amusés à faire une expo au MoMA, enfin un endroit qui est très très exposé aux États-Unis. Ils savaient qu'ils allaient être invités à cette expo, ils ont fait exprès, enfin elle surtout, elle s'est fait des espèces d'énormes dreadlocks roux, en cheveux roux, et ils ont mis énormément d'images de ça, et pour que les LLM ensuite, enfin pour que les algorithmes répondent, oui, Molly, elle s'appelle Molly Herndon. Molly Herndon a des longues dreads rousses, etc. Donc vous pouvez tout à fait infecter les grands modèles avec des fausses informations. Et ils l'ont montré. Il y a aussi des... Il y a eu des choses sur des questions de désinformation par la Russie aussi pour qu'il y ait plutôt telle ou telle version qui apparaisse et qui soit ensuite collectée par les grands modèles. Donc c'est tout à fait possible. Il y a différents endroits où on peut essayer d'intervenir au niveau de la base de données pour qu'ensuite il soit biaisé dans une direction ou une autre. Absolument. Réponse courte. Parfait. Il y avait une question devant, non? Quelqu'un qui avait demandé la parole, il me semble? Non? Alors j'en profite pour vous dire que si vous voulez prolonger la discussion et le débat, malheureusement pas en compagnie d'Alban, mais il y a une rencontre qui est prévue le mercredi 4 juin à 18h30 ici même, enfin pas dans cette salle mais dans ce bâtiment. Rencontre animée par Sébastien Rigouyen, qui est informaticien en MICA, et moi-même, qui suis professeur de philosophie. Voilà. Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire, il y a une petite fiche à l'entrée. Moi, tout simplement, quelle approche ont nos étudiants des grandes écoles centrales, écoles d'ingénieurs, polytechniques, etc., par rapport à cette notion? Est-ce qu'ils sont tentés de beaucoup l'utiliser? Est-ce qu'on les formate? Comment ça se présente pour eux? Les chiffres, c'est 99% qui utilisent. Ouais. Et les écoles sont larguées. Les écoles sont complètement larguées, ils ne savent pas quelle position avoir. À un moment, ils ont interdit, après ils ont... Mais là, tous les étudiants utilisent à fond. Ça, il n'y a pas eu besoin de leur... Et ça pose problème sur l'évaluation. Mais c'est tout un sujet... Ouais. Très bien, mais écoutez, je vous propose de remercier Alban. Merci.